Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire mais qui me semble d'actualité et qui, je crois, malheureusement risque d'être utile encore un petit moment. Mon but avec cette vidéo, c'est de partager une sorte d'armement intellectuel, en tout cas des outils qui permettent de penser ce qui se passe et surtout de le penser dans une logique qui permettent de prendre un petit peu de hauteur et de ne pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la bavure ou le fait divers ou l'anecdote, mais de comprendre qu'il y a des choses beaucoup plus systémiques qui se jouent ici. Quand je dis ce qui se joue ici, je pense que vous l'avez bien compris, on va parler des forces de l'ordre, on va parler de la police, et donc on va parler aussi de violences policières. Je vais vous partager ici des livres qui m'ont été très utiles par le passé, mais aussi des livres que je suis en train de lire en ce moment pour réfléchir sur cette question et pour mieux comprendre en fait la police, les forces de l'ordre, ce que cette institution dit de notre société et la manière dont elle exerce de la violence. On pourra me reprocher, je pense, même si je crois que les gens qui me suivent sur cette chaîne ont une certaine idée de ma pensée et de où je me situe sur le plan politique, on va dire, on pourra me reprocher une approche partisane du sujet, mais c'est une approche que j'assume complètement et je vais essayer de contrer cette critique en vous présentant des livres qui sont solidement documentés, des livres qui sont pour beaucoup l'émanation de recherches en sciences sociales extrêmement rigoureuses et sérieuses, tout en essayant aussi de mettre en valeur soit des formats, soit des éditions qui rendent la chose accessible au plus grand nombre. Quand on parle de livres sur la police, pour moi le must-read absolu, c'est La force de l'ordre de Didier Fassin. Didier Fassin, c'est un anthropologue et un chercheur français que moi j'admire énormément, qui a en fait tout au long de sa carrière investigué un peu le système pénal de bout en bout. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la comparution immédiate, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la prison aussi. Et dans une enquête absolument incroyable qui s'appelle La force de l'ordre, il a investigué pendant 15 mois en immersion dans une unité de la BAC. C'est la brigade anticriminalité, c'est une brigade qui est assez fréquemment mise en cause dans le cas des violences policières. Et en fait Didier Fassin dans cette enquête permet vraiment d'expliquer comment fonctionne la BAC, quelle est son histoire et surtout qu'est-ce qui permet dans son fonctionnement même au quotidien à un certain nombre de violences de s'exercer. Comme tout ce que fait Didier Fassin et que j'ai lu jusqu'ici, c'est une enquête qui est extrêmement bien racontée, avec une démarche qui est très sérieuse, un positionnement du chercheur qui est questionné en permanence, et personnellement c'est une des choses les plus édifiantes et instructives que j'ai pu lire sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse mais que pour quelque raison que ce soit vous n'avez pas l'énergie ou l'envie de vous confronter directement au texte de Didier Fassin, il y a eu une adaptation en bande dessinée qui est vraiment très bien faite, qui permet de comprendre vraiment les gros enjeux de son enquête et qui raconte aussi tout un tas d'anecdotes, de faits auxquels il a assisté. Graphiquement c'est pas très intéressant si vous voulez mon avis, mais disons que pour le contenu c'est vraiment très bien et ça permet de s'approprier un peu les résultats et les hypothèses développées par le chercheur dans son enquête. Un autre must-read à mon sens et qui là se déplace un peu dans le champ des sciences sociales, c'est un livre qui s'appelle Se défendre, une philosophie de la violence de Elsa Dorlin. Elsa Dorlin c'est une philosophe française et là on change un peu de champ parce qu'on est dans de la philosophie politique critique. C'est une autre façon de problématiser la question de la police et des forces de l'ordre, mais c'est comme quelque chose qui permet un peu de se décentrer et de prendre un peu de hauteur sur les choses en les problématisant différemment. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans et ça m'avait vraiment énormément marqué, j'y pense vraiment souvent et je vous laisse un petit extrait de mon mois de 2021 qui en parlait ici sur cette chaîne. Et ensuite, si vous voulez voir un avis plus approfondi, vous pourrez aller voir directement la vidéo, il y a le lien dans la barre d'infos. C'est un essai que j'ai énormément aimé, je pense que c'est un des meilleurs essais que j'ai lu depuis un certain temps. Donc, Elsa Dorlin, elle est professeure de philosophie, elle enseigne à l'université en France, mais elle a mené une partie de ses travaux, notamment pour ce livre, à l'étranger et aux États-Unis par exemple. Le sujet du livre, c'est un historique de l'autodéfense. L'autodéfense en tant que... En fait, faire la différence entre des corps qui sont désarmés, qui sont sans défense, mis en opposition avec des corps qui vont être armés, qui vont être dignes d'être défendus. La majeure partie du livre, c'est vraiment de l'histoire. Donc c'est très narratif, c'est très vivant et c'est surtout extrêmement intéressant. Elle commence le livre par faire un historique du port d'armes. Qu'est-ce que c'est qu'une arme? À quel moment on considère qu'un objet est une arme? À quel moment on va le réglementer? De quelle manière en fait toute cette réglementation autour des armes a eu un lien dans notre histoire collective très étroit avec l'histoire de la colonisation. Elle va faire une vaste histoire de quel type de citoyens était autorisé à porter des armes et quel type de citoyens n'était pas autorisé. Dans le livre, elle montre que la manière de penser l'autodéfense et la manière de penser qui a le droit de se défendre contre quoi et comment, c'est certes ça s'inscrit dans une société et donc c'est l'émergence d'une pensée, de la pensée d'une société, mais que à certains moments de l'histoire c'est en quelque sorte l'inverse qui se passe.
c'est-à-dire qu'il y a un système de défense, d'autodéfense qui se met en place, et la façon dont cette défense va s'organiser va faire émerger la société et va faire émerger la législation. C'est un essai qui m'a vraiment énormément fait réfléchir, qui, comme je le disais, et par son approche historique, par la multiplicité des exemples qu'elle prend, et quand elle aborde des choses, quand elle aborde des éléments de l'histoire, c'est pas juste des éléments qu'elle prend c'est pas juste des exemples qui servent à étayer sa réflexion, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, elle part de ce qui s'est passé pour en tirer des enseignements philosophiques, et chaque sujet qu'elle aborde dans le livre est vraiment très détaillé, très remis en contexte, ce qui permet de vraiment se renseigner et de remettre les choses en perspective à plein de niveaux, quoi. Donc voilà, Se défendre de Elsa Dorlin, que je recommande énormément si vous vous intéressez à la question de la violence, si vous vous intéressez à l'histoire de l'autodéfense dans les luttes contre les oppressions, et de manière générale pour un peu développer une élasticité de la pensée par rapport à ces questions-là, qui sont des questions très actuelles, quoi. Voilà, si vous voulez en entendre un peu plus sur ce livre, il y a 2 liens de vidéos où j'en parle dans la barre d'infos. Le 3e livre que je voulais conseiller, c'est La domination policière de Mathieu Rigouste. Cet auteur est un sociologue français, mais ici, en fait, il a vraiment eu une approche de la police qui est très historique. Il va retracer, en fait, et c'est extrêmement intéressant, tout au long du XXe siècle, l'évolution des différents organes, des différents... des différentes brigades, etc., comment elles se sont formées, à la suite de quoi, et surtout en fait en faisant cette historicité, il va vraiment montrer les liens entre la police telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'histoire coloniale. Il va montrer par exemple que la guerre d'Algérie a eu un impact extrêmement fort sur la manière dont s'est structurée la police. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle aussi beaucoup de la répression dans le cadre des luttes sociales, dans le cadre des manifestations par exemple, mais aussi qu'il y a une histoire des contre-attaques, et qu'en fait cette histoire des contre-attaques et de l'autodéfense, elle ne s'est pas appliquée, qu'en fait les transformations de la police ne se sont pas mises en place en réaction à de l'autodéfense ou à de l'insurrection ou à des actes de violence de la part de la population, mais que c'est systématiquement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que des politiques répressives et des restructurations de la police, des armements, des transformations dans l'armement, dans l'équipement, etc., c'est ça qui a entraîné une transformation de l'autodéfense et des techniques en fait de lutte, et non l'inverse. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. En gros, la transformation de la police précède la transformation de la contre-attaque, et c'est ça notamment qui émerge de cette historicité qui est vraiment très intéressante, très riche, qui est un petit peu complexe, mais moi j'ai beaucoup aimé l'effort de pédagogie que fait Mathieu Rigouste. L'auteur est un habitant de Gennevilliers qui a été confronté extrêmement tôt au contact avec la police, et même ça c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qu'il situe, qu'il explicite, qu'il explique, et qui pour moi est important parce que celles et ceux qui peuvent avoir l'impression que la police les protège ne sont pas celles et ceux qui vont pouvoir voir et décrire cette violence. Et je pense qu'il est absolument pas anodin que ce soit quelqu'un comme Mathieu Rigouste qui ait écrit ce qui est à ce jour presque un classique de la littérature sur la police et sur les forces de l'ordre. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'il va parler aussi de l'évolution du traitement médiatique de ces questions, du traitement médiatique, de la fabrication un peu idéologique de la banlieue, de la manière dont elle est traitée dans les médias et dont aussi sont traitées les forces de l'ordre et les moyens qu'ils emploient. Voilà, c'est un très bon livre en tout cas dans mon souvenir parce que ma lecture date un petit peu. Je sais qu'il y a eu une réédition en 2019 je crois avec des chapitres qui avaient été ajoutés suite aux manifestations des gilets jaunes, etc. Je sais pas ce que donne cette partie, mais en tout cas la partie que j'avais lue à l'époque, moi ça m'avait beaucoup plu, beaucoup intéressé, et ça permet d'avoir un peu une vision globale et temporelle de la manière dont s'est structurée la police en France. Ensuite, sur un format un petit peu différent, mais ça s'adresse vraiment surtout aux personnes qui n'auront peut-être pas le courage de se lancer dans de tels essais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup prêté, offert, tellement j'ai trouvé ça génial. C'est un numéro spécial de la revue dessinée en partenariat avec Mediapart qui s'appelle Ne parlez pas de violence policière. La revue dessinée, c'est génial, c'est une revue trimestrielle qui aborde des sujets d'actualité, des sujets politiques, à chaque fois en fait en couplant un scientifique ou un journaliste, une scientifique, une journaliste, avec un dessinateur ou une dessinatrice, et en fait qui traite de tout un tas de questions sous le format BD. Et donc c'était en 2020, c'était un peu après l'affaire George Floyd, ils avaient sorti cette édition spéciale avec Mediapart qui est vraiment complètement consacrée aux violences policières. Et donc on retrouve
comme le titre c'est la phrase d'Emmanuel Macron, ne parlez pas de violence policière. Dans ce numéro en fait vous allez avoir plusieurs reportages dessinés, mais vous allez avoir aussi des entretiens. J'avais trouvé ça vraiment très bien fait et très intéressant, c'est hyper introductif sur plein de questions. Vous avez une histoire du LBD qui est racontée en bande dessinée, il y a aussi une histoire du mouvement Black Lives Matter et plusieurs affaires aussi de violences policières notamment qui ont eu lieu pendant les Gilets jaunes qui sont racontées ici. Il y a une partie que j'ai adorée aussi qui se passe, je crois que c'est dans le salon de l'armement, où ils parlent en fait des nouvelles technologies qui sont en train de se développer et de se vendre à travers le monde, mais aussi en France pour changer les équipements de la police, etc. C'est vraiment très intéressant à mettre entre toutes les mains parce que c'est accessible et facile à lire et ça permet vraiment de s'approprier, enfin d'avoir une porte ouverte déjà sur énormément de notions pour penser les choses. Et chose qui peut sembler intéressante, il y a aussi toute une rubrique de témoignages de policiers qui racontent, qui donne un autre point de vue aussi sur ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, etc. Et c'est assez intéressant. Et enfin pour terminer, j'aimerais recommander un livre que je n'ai pas encore terminé parce que je suis en train de le lire, mais je trouve ça extrêmement intéressant et bien fait. Il s'agit de Gazer, mutiler, soumettre de Paul Rocher, qui est là aussi paru aux éditions de La Fabrique. Paul Rocher c'est un économiste et un chercheur en sciences politiques français et en fait dans ce livre il va vraiment faire une histoire des armes dites non létales. Donc comprenez l'équipement policiers qu'on voit maintenant partout, surtout en ce moment, les grenades lacrymogènes, les grenades de désencerclement, les grenades d'assourdissement, le LBD, le taser, etc. Son but c'est de faire à la fois une histoire mais à la fois aussi une étude un peu économique et comment dire ça, il parle en fait du marché de ces armes et de leur histoire. Et son but c'est d'essayer de dégager les mécanismes qui entraînent comme ça une sorte d'escalade de la violence, de comprendre aussi pourquoi des choses qui étaient vraiment exceptionnelles avant sont devenues extrêmement communes et courantes. Pourquoi depuis quelques années il y a tant de blessés en manifestation et pourquoi ce nombre augmente si vite. Ce qui est très intéressant et où ça rejoint un petit peu le livre de Elsa Dorlin, c'est qu'il problématise ce qu'est une arme, l'historicité de ce qu'on considère comme une arme, et aussi ce qu'on entend même par le terme non létal, qu'est-ce que ce terme veut dire juridiquement parlant et comment il a été construit. Donc on apprend des tas de choses extrêmement édifiantes qui moi me font sauter au plafond. Par exemple que la qualification non létale d'un certain nombre de ces armes n'est même pas démontrée, que c'est souvent bien au contraire la société civile qui est obligée de produire des études qui démontrent leur dangerosité, ce qui n'a bien souvent que très peu d'effet. Il y a notamment des pages extrêmement informatives mais extrêmement révoltantes sur la dangerosité réelle des gaz lacrymogènes qui est vraiment... Enfin, je pense que tout le monde devrait lire ça et que si tout le monde lisait ça, ce serait peut-être le sbeul encore pire que maintenant. Et c'est très intéressant aussi de bien se rendre compte qu'il y a énormément d'armes qui, à la base, sont utilisées en fait uniquement par des brigades très spéciales dans des cas très spécifiques et qu'ensuite leur usage est peu à peu étendu jusqu'à devenir un peu normal entre guillemets. De même que souvent quand il y a l'introduction de nouveaux équipements, c'est avec beaucoup de conditions, par exemple dans la distance à laquelle elles peuvent être utilisées, les zones corporelles qu'on est autorisé à viser avec, etc. Et que de la même manière, ces conditions tendent à se distendre et l'usage à se généraliser, enfin être beaucoup plus... avoir des conditions en tout cas beaucoup plus étendues, voire supprimées. Et que cette transformation dans les usages, elle se fait très souvent de manière contraire à l'avis par exemple du défenseur des droits de l'homme, mais aussi de tout un tas d'ONG, par exemple Amnesty International, qui a mené énormément d'études sur le danger par exemple de la lacrymogène ou de certaines armes comme le LBD, les balles en caoutchouc, etc. Et que finalement le fait de considérer qu'il est légitime d'utiliser une de ces armes pour maintenir ou rétablir l'ordre, c'est quelque chose qui a une histoire et qui provient bien souvent, qui puise bien souvent ses origines dans des technologies et des utilisations qui sont à la base des utilisations guerrières. Par exemple, dans le cas de la lacrymo, c'est quelque chose qui a été développé dans les tranchées dans les années 20, etc. Que c'est une arme chimique en fait avant tout, avant de devenir quelque chose qu'on envoie sur les gens ou dans les métros, comme si tout était parfaitement normal. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que l'approche historique, elle est internationale. On ne parle pas que de la France, et donc on voit par exemple que les États-Unis ont été précurseurs dans plein de choses à ce niveau-là, mais que aussi il y a un certain nombre de ces armes dites non létales qui ont été utilisées par exemple au Royaume-Uni d'abord pour réprimer les révoltes en Irlande du Nord, mais aussi sur les Palestiniens par l'armée israélienne par exemple, etc. Et donc cette approche un peu globale, elle permet de voir un peu
les communications en fait et le moment et le lieu à chaque fois où se sont développées ces technologies et comment elles ont été utilisées à la base. Et là encore une fois on retrouve comme chez Mathieu Rigouste une démonstration mais par un autre biais et par un autre angle en fait que ces armes non létales elles vont avoir un impact sur le comportement des policiers et que c'est ce comportement des forces de l'ordre qui va impacter leur cible et que le développement de ces armes et la structuration de la police de manière plus générale ne s'est pas faite en réaction à des violences de la part du peuple, mais que c'est surtout l'inverse. Le livre est aussi extrêmement sourcé, fait référence à beaucoup de travaux, etc. Donc je pense que ça va me donner envie de faire d'autres lectures par la suite, donc peut-être je vous parlerai ici. Paul Rocher, il a une façon de recouper et de présenter les données qui est extrêmement claire, extrêmement rigoureuse aussi, mais tout en étant très facile à suivre. Enfin, je pense que là, dans la manière de présenter les travaux, c'est vraiment un peu la plume, je dirais, enfin la forme que j'ai préférée. Et voilà, et pour être honnête c'est un peu parce que je lisais ce livre qui me faisait bondir que j'ai eu envie de faire cette vidéo et de peut-être vous donner envie de le lire aussi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Sachez que je suis très en colère, comme beaucoup d'entre vous je pense, et voilà, et que j'enregistre cette vidéo un peu vite pour parler aussi de choses que parfois j'ai lues il y a longtemps. Donc j'espère ne pas avoir fait trop de raccourcis. Et je peux que vous inviter à lire ces livres aussi, ou en tout cas, si vous voulez, peut-être je mettrai en barre d'infos des conférences ou des interviews de ces chercheurs et de ces chercheuses où ils parlent un peu de leurs travaux, ce qui peut permettre de s'approprier un peu le propos de leurs livres de manière plus accessible et en tout cas plus courte et plus condensée. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres livres, mais j'ai choisi ce qui me semblait un bon compromis à chaque fois entre quelque chose qui soit accessible mais en même temps extrêmement rigoureux sur le plan scientifique et intellectuel. Je vous laisse ici, prenez grand soin de vous, faites attention à vous, faites attention à ceux qui vous entourent aussi et moi je vous dis à bientôt. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Douce France, cher pays de mon enfance. Ma question s'adresse au premier flic de France. À ce jour, pas moins de 17 enquêtes ont été ouvertes à l'IGPN, sans compter les arrestations préventives, les coups de matraque reçus par des manifestants et parfois par de simples passants, par vos voltigeurs. 2 personnes sont dans le coma depuis ce week-end. Des jeunes femmes ont été victimes d'agressions sexuelles à Nantes. Des milliers de grenades de désencerclement, de gaz lacrymo ont été lancés à l'aveugle. Alors, monsieur Darmanin, quand allez-vous arrêter d'être le premier flic de France pour devenir ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au service de l'intérêt général et de la démocratie?